Le Space Cast. Avec JF Blais et Louis Gauvin. Radio X. « 88-670-9098. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le choix de Radio X et le Spacecast qui vous accompagne jusqu'à 22h. Et à compter de 22h, bien sûr, le chum Max Lacasse sera là pour prendre vos appels. Et oui, vous pourrez lui raconter chacune des fois où des aliens sont venus vous titiller dans votre sommeil. Comme j'ai entendu un petit peu plus tôt aujourd'hui dans le retour. Oh, on va le réentendre tantôt, là, juste avant George. On va vous faire entendre ça tantôt quand George va venir faire... en tout cas, va tenter de faire une chronique de sport, même si c'est jamais ce qu'il fait, une chronique de sport. Jamais. C'est jamais vraiment une chronique de sport ce qu'il fait, mais bon. OK. Hey, en studio avec nous, j'ai très, très hâte de voir où cette conversation-là va nous emmener, parce qu'au courant des dernières semaines, on en a parlé, entre autres, avec Marie Darvaux, notre spécialiste des ressources humaines. Et le sujet, je me souviens même plus dans quel contexte, est venu sur l'hypnose. Moi non plus. Puis tu m'as mentionné que des gens autour de toi faisaient affaire avec l'hypnose, avaient utilisé cette avenue thérapeutique-là, parce que, tu sais, l'hypnose, bien, les gens vont connaître, là, tu fais une poule, puis là, tu fais plus la poule, puis t'es pas honteux parce que nous, on est fiers de toi, donc toi, t'es fier de nous. Puis tu sais, à la sauce Mesmer. Mais il y a un aspect dans l'hypnose qui m'intéresse aussi, celui de pouvoir aider les gens, l'aspect thérapeutique de l'hypnose. Régler des problèmes qui semblent presque impossibles à régler, puis pouf, avec des simples paroles, des mouvements, je sais pas trop, on réussit à régler ça quasiment d'un claquement de doigts. Exact, pour essayer de comprendre comment tout ça marche, mais vraiment faire une entrevue découverte sur ce métier-là, sur les possibilités que ça amène. Puis d'ailleurs, quand on fait des entrevues découvertes comme ça, vous êtes invité au 88-670-9098 à poser vos questions à notre expert qui s'appelle Jean-François Allard. Il est hypnologue en studio avec nous. Bonjour, M. Allard. Hey, bonjour messieurs. Vous allez bien? Ça va super bien. Excellent. Je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de vous avoir en studio avec nous. Premièrement, je commence avec la question de base, là. Est-ce qu'il y a une formation pour être hypnologue? Oui, bien sûr. Malheureusement, c'est pas une formation qui est encadrée par l'Ordre des professions. Donc, c'est une formation comme privée. En fait, c'est pas à l'université ou au cégep. Donc, c'est des écoles privées qui vont former les thérapeutes selon des cursus qui vont se ressembler quand même. Là, on parle quelque chose de... dépendant des écoles, entre 1000 et 1500 heures de formation. Donc, c'est quelque chose qui se fait typiquement sur 2 ans à 3 ans, selon les personnes, selon les rythmes, les travails. La plupart des thérapeutes ont déjà un travail à temps plein. C'est souvent un changement de carrière, donc il faut qu'ils fassent ça les fins de semaine, des semaines complètes. C'est au privé, il n'y a pas de formation publique, mettons, dans un cégep ou quelque chose du genre? C'est reconnu. Il y a beaucoup d'écoles qui sont reconnues par le gouvernement, mais c'est pas des cours reconnus par l'Ordre des professions. Ce qui fait que quand tu appelles un hypnothérapeute, il faut que tu poses des questions un peu. C'est quoi sa formation, son expérience. Puis moi, je dis toujours de se fier à notre intuition un peu. Ouais. De poser tes questions, puis écouter les réponses du thérapeute et voir ça fait-tu du sens, ça t'inspire-tu, ça te sécurise-tu. Est-ce que c'est une appellation contrôlée ou n'importe qui peut s'auto-proclamer hypnothérapeute? C'est pas une appellation contrôlée comme le vin, comme le bon vin, mais on pourrait dire un peu ça. Non, malheureusement, les titres sont protégés par les offices des professions. Comme psychothérapeute, c'est un titre protégé. Hypnothérapeute, thérapeute en hypnose, hypnologue, c'est pas des titres à proprement dit reconnus légalement. Donc, oui, d'une certaine façon, n'importe qui pourrait dire qu'il est hypnothérapeute. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même demander à la personne où est-ce qu'il a étudié, parce qu'il y a quand même au moins 5-6 grosses écoles là, au Québec. Là. Au Québec? Oui, juste au Québec, 5-6? C'est une école en hypnose qui est là depuis plus de 40 ans, exemple. Comment elle s'appelle pour le fun? Ça s'appelle EFPHQ, École de formation professionnelle en hypnose du Québec. C'est là que j'ai été formé en 2008-2010. Donc, ça fait déjà, moi... 15 ans, 16 ans, quand même. 17 ans que j'ai commencé l'hypnose. Est-ce que c'est donné à tous de pouvoir apprendre ça, ou bien il y a des gens dans votre parcours scolaire que vous avez vu qui finalement n'avaient pas les aptitudes? En fait, je transforme ma question. Quelles sont les aptitudes pour être hypnologue? C'est une bonne question. On demande rarement ça, en fait.
Je dirais que c'est les mêmes aptitudes qu'on demanderait à quelqu'un pour aller devenir un thérapeute, en relation d'aide. Même un masso, un ostéo, un chiro, un psychologue, un psychiatre. Où est-ce qu'il faut que tu aies de l'empathie? Faut que tu sois capable d'écouter les gens puis de sentir un peu aussi dans quel état émotif ils sont. Faut que tu aies une bonne capacité d'analyse, de compréhension de la situation, d'être capable de décortiquer derrière le langage de la personne qu'est-ce qui se passe un peu pour travailler, dans mon cas, avec l'outil d'hypnose. Là. Bon, chaque corps de métier va faire ça à sa façon, mais même là, je dirais que c'est un peu comme aller voir, toi, tu pourrais dire « Hey, je suis allé voir tel massothérapeute, c'est extraordinaire, j'ai adoré. » Moi, j'y vais, puis je dis « Ah, ben, tu sais, j'ai pas trippé tant que ça, finalement. » Il y a de ça aussi. Le rapport d'un patient, est-ce que vous les appelez vos patients, vos clients? Vos clients, ouais. Vos clients, est-ce que j'imagine que c'est un peu le même rapport qu'avec, mettons, un psychologue. Des fois, là, tu peux faire affaire avec le meilleur des psychologues, mais il n'y a pas de fit. Oui, c'est complètement ça. C'est la partie... ils appellent ça développer le lien de confiance. Si tu viens puis tu fais pas confiance à la personne, tu fais 30 minutes, tu te sens pas bien, ben tu te laisseras pas aller dans le processus. T'es pas à bonne place, ouais. Surtout en hypnose, ça demande un lâcher-prise à quelque part. T'sais. OK, Parce bon. que c'est différent de dire, là, on jase d'un divan, puis je te raconte, mettons, je fais une psychothérapie avec un psychologue, je vais y parler, ils vont me parler. C'est plus dans un mode qu'on est habitué. Est-ce que tout le monde, avec le bon hypnologue, le bon hypnothérapeute, peut se faire hypnotiser ou il y a des gens pour qui ça marchera juste jamais? 100% des gens. Ah ouais? Ça surprend même. Il y a même des études qui vont dire que certaines personnes ne sont pas hypnotisables, mais tant que si tu me demandes à moi, mon avis personnel et professionnel, c'est faux. C'est faux parce que l'état d'hypnose, c'est complètement naturel. T'sais, on ne crée pas l'hypnose chez quelqu'un. En fait, on amène la personne dans un état que le cerveau connaît parfaitement bien. Exemple, là, on jase. Okay? On est en studio tous les trois. On est dans les fréquences du cerveau qu'on appelle bêta, exemple. Mais tous les soirs de votre vie où vous vous couchez, qu'est-ce qu'on fait? On se couche la tête sur l'oreiller, on ferme les yeux. Normalement, quand tout est fait, on attend de s'endormir. Là, on peut s'endormir rapidement ou pas. Mais là, le cerveau commence à baisser, shifter, descendre les fréquences. Là, il va aller en alpha, qu'on appelle la relaxation, détente, hypnose légère, méditation. Après ça, il va aller en theta. Donc là, détente très profonde. Là, on va glisser vers le sommeil de plus en plus. Après ça, delta, on irait dans un sommeil profond, comme le sommeil profond où il va y avoir régénération cellulaire, hormones de croissance, réparation, guérison du corps qui fait tout seul. Donc, tous les soirs de notre vie, depuis qu'on est né, notre cerveau passe par ces fréquences-là pour s'endormir. Et tous les matins, il est obligé, c'est pas une switch qui passe du sommeil à l'éveil. Même quand un cadran nous réveille rapidement, ça ne tente pas, il reste qu'il fait le shift rapidement. Mais les études ont montré que si tu branches des casques là, sur les gens qui appellent des électroencéphalogrammes, ce qui voient les ondes du cerveau, les 5 premières minutes du matin, puis vous allez voir le parallèle, on est encore dans les fréquences alpha. Ça prend 5 minutes. Nous, on dit, je suis réveillé, mais... Même si on se déplace dans la maison, on n'est pas encore... Pensez-y. Souvent, on va dire, je suis pas encore réveillé, j'ai pas pris mon café, j'étais un peu gommé, endormi un matin. Tu sais, on se sent un peu slow. Ouais. Bon, ben c'est que notre cerveau n'a pas encore tout shifté ses fréquences en bêta. Donc, on est éveillé pourtant. Le pur éveil, c'est bêta, on va dire. Mais on est à la fois dans des fréquences. C'est pas on-off, tout ça. C'est une gradation. À ce compte-là, quelle serait la différence entre l'hypnose et la méditation guidée? C'est très proche. C'est très, très proche. Présentement, je fais un cursus, par exemple, avec un Américain qui s'appelle Joe Dispenza. Je m'en vais là en 3 semaines pour faire une semaine intense. Lui, il appelle ça de la méditation. Pourtant, dans son livre, il parle de transe. Il est dans les mêmes états, les mêmes fréquences. Mais il utilise le mot-clé méditation parce que ça passe un peu plus, je pense, mondialement. C'est comme reconnaissance. Plus trendy aussi, je pense. Oui, méditation, travail. Hypnose, attends une minute. Là, il y a déjà les gens qui vont freiner. Mais dans ce cas-là, on pourrait dire qu'une méditation profonde est exactement dans les fréquences de l'hypnose. Puis les fréquences de l'hypnose, c'est lesquelles comparées à notre sommeil? C'est-tu les mêmes que quand on dort? C'est un peu plus élevé en réalité. Donc là, on pourrait dire que le cerveau est plus actif. Donc en bêta, ça roule plus vite, on va le voir de même. C'est des hertz, comme un onde de sinus qui va rapidement. Donc c'est un nombre de hertz, mettons, en bêta. Pour ça, par exemple, le dernier spectacle de Mesmer, je suis allé le voir il y a 2 semaines à peu près, ici à Québec. Bon, il appelle ça 13 hertz. Donc le cerveau, à partir de 13 hertz, il shift
en alpha. 13, 12, on tombe en alpha. C'est pour ça qu'ils appellent ça. C'est la limite entre le conscient puis on va dire l'inconscient dans ce... Quand on va dans votre bureau, on tombe. Ah oui, quand on va dans votre bureau, est-ce que vous avez des outils technologiques quelconques auxquels votre client est relié pour indiquer à vous, on est où dans Hertz? Non, parce que c'est pas nécessaire, parce qu'en réalité, je le vois, même physiologiquement chez la personne. OK. Donc, tu sais, quand on dort, là, par exemple, là, je sais pas si vous avez déjà regardé quelqu'un dormir, mais si vous me regardez, vous voyez, on appelle ça le mouvement des yeux rapides. Ils appellent ça le REM, le Rapid Eye Movement. Oui. Ça, c'est dans le sommeil qu'on appelle paradoxal en haut, qui est sur le bord de l'éveil, en réalité. Dans cette zone-là, il y a une libération des charges mentales, il y a les rêves qui sont là, etc. OK. Donc ça, c'est comme on dort en même temps. On est juste sur le bord de l'éveil. D'ailleurs, c'est souvent là qu'on va s'éveiller. Quand on fait un rêve, on s'éveille, puis là, on se souvient au début de notre rêve, qui était inconscient. Ça a été généré par notre cerveau dans la nuit. Là, on s'éveille. Si on le raconte pas tout de suite, pouf, il repart, hein? On cherche après pour le retrouver, tu sais, puis des fois, on le trouve pas. Pourtant, c'est des rêves incroyables, des fois, qui peuvent être des cauchemars comme des rêves excitants. D'ailleurs, je voulais vous dire quelque chose, les gars. Oui. Je me suis emmené en char tantôt et devinez qui fait écouter. Vous autres. OK. T'es comme le Canadien. T'as pas viré, c'était une bonne nouvelle. J'ai pensé à l'affaire d'un trou, deux trous, je vous en reparlerai tantôt, mais... mais je voulais vous dire que, dans le fond, vous avez fait de l'hypnose, en réalité. Qu'est-ce que c'est aussi l'hypnose? C'est d'envoyer... Notre outil, c'est les mots. Hein? En réalité, on fait rien que parler, on va dire. C'est, on envoie des mots, mais des mots, c'est pas juste des mots. Des mots, ça devient des suggestions parce que les mots vont générer des images intérieures chez la personne et des émotions. La preuve, je m'en venais en char et devinez quoi? J'ai entendu 50 Shades of Grey. Qu'est-ce que ça l'a généré? Des images dans ma tête. Pourtant, c'était juste des mots. Oui. J'étais éveillé. Tu comprends? On pourrait appeler ça une forme de transe légère. D'ailleurs, conduire, c'est un état de conscience modifié par moment. De là, le feeling, des fois, ça fait une demi-heure que je roule, puis là, je viens d'allumer, fuck, je suis rendu ici, j'ai-tu fait mes stops, j'ai-tu arrêté aux lumières rouges, je me rappelle de rien, mais je je suis pas d'un bout de route. C'est quasiment fréquent, là, un moment. oui. Je dis, je me rappelle pas, j'ai pris ma sortie. Man, j'étais au travers du trafic, je m'en rappelle pas. Ouais. Ou j'étais dans ma tête, j'écoutais de la musique, j'ai pas vu la dernière heure, puis tantôt, ben, je m'en venais, puis je riais, j'écoutais vos affaires à la radio, puis j'ai pas vu le temps passer. Puis on dit qu'en transe, il y a une distorsion de temps. Mais il y en a une à l'éveil aussi. Quand on a du fun, on est dans une transe légère. Quand on rit, on dit que le cerveau va dans une forme de transe. Parce qu'on déconnecte un peu du moment, de l'horloge du temps. Tu sais, quand on a du fun, là, ça passe vite. Oui. Quand tu es dans une ligne d'attente, puis tu attends un rendez-vous, puis ça niaise, là, tu as l'impression que c'est 10 fois plus long. Mais dès que tu focuses sur le temps est plus long, c'est clair. Oui. Donc, tu as cette distorsion de temps-là en transe qui est là. Et pour refermer à boucle ce que tu m'as demandé, ben, les thérapeutes, c'est comme dans tous les domaines. Il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons. Il faut y aller avec le lien de confiance, le feeling qu'on a. Quand quelqu'un m'appelle et il n'est pas sûr, je leur dis tout le temps, appelez-en, une coupe, posez vos questions, écoutez les réponses, puis allez-y. Avec votre feeling, intuition, feeling, où tu te sens bien, parce que c'est important. On va travailler des choses vraiment fondamentales. Là. Puis il y a un autre exemple de transe, parce que je t'ai entendu parler d'enfants tantôt aussi en m'en venant. Oui. Les enfants sont tout le temps en transe. On dit qu'aller jusqu'à l'âge de 7 ans, à 90% de leur temps, sont en transe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que leur cerveau, il se développe. On dit que ça se développe, je pense, jusqu'à 18-20 ans, le cerveau. Mais de 0 à 7 ans, il est dans des fréquences, en hertz, on va dire, les mêmes qu'un adulte qui est en transe. La preuve, je ne sais pas si tu as déjà remarqué des enfants qui jouent, ils se parlent tout seuls, ils s'inventent un monde, complètement. Il y a des personnages, ils jasent avec quelqu'un là, ils font parler des poupées ensemble. Même jusqu'à un certain âge, 2 enfants vont jouer en parallèle, qu'on appelle. Là. Oui, exactement. Bon, eux, parce que leur cerveau est là. Donc, l'imaginaire est parfaitement réel, les 2 yeux ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on fait en hypnose? En réalité, on travaille... Au début de ma carrière, j'expliquais ça comme étant un phénomène naturel, comme je l'ai dit un peu tantôt. Là, je le comprends vraiment plus comme... Ce n'est qu'une capacité à imaginer quelque chose intensément. Est-ce que les enfants sont un public particulièrement réceptif à l'hypnose? Puis en traitez-vous? Oui, je commence à partir de l'âge de 7 ans à peu près. OK. Donc, j'en ai quand même pas mal. Enfants, adolescents, adultes, jusqu'à X. Là. Quel type de problématique les gens vont voir pour des enfants? Les enfants, là, je dirais que ça tourne beaucoup alentour de stress, anxiété, des peurs, des phobies, un peu de réaction à l'autorité, donc des colères. OK. Ah, ouais. Donc, la colère monte, l'émotion. Donc, on travaille avec eux autres pour les équiper, soit avec un exercice, on pourrait dire, qui
qui est connecté à la séance d'hypnose en réalité. Est-ce que l'exercice est beaucoup différent ou le langage est adapté à l'enfant? Pour vous, comme hypnologue, est-ce que c'est vraiment une opération, je vais appeler ça une opération, mais une opération complètement différente de travailler avec un enfant ou avec un adulte ou ça revient au même? Complètement différent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'hypnothérapeutes qui travaillent avec des enfants. Parce que ça demande une grande adaptabilité. En même temps, d'une certaine façon, c'est plus facile. Mais l'enfant, il ne fait pas ce que tu veux. Tu sais, l'adulte, tu vas dire, OK, tends-toi là, ferme tes yeux, lève ton bras, etc. Il va suivre exactement tes consignes. Il y a des enfants qui agissent comme des adultes. Mais il y en a d'autres, ils ne fermeront pas les yeux. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Il y a des jeux, ils veulent jouer. Donc, avec les enfants, il faut vraiment s'adapter. J'en ai des enfants, par exemple, qui vont être plus hyperactifs, que là, je vais leur donner de quoi pour jouer. En même temps que je leur raconte une histoire, je leur parle. Pour occuper une partie de leur cerveau. Exactement. Puis j'enregistre ça. J'enregistre, qu'est-ce que je fais, moi, puis je l'envoie aux parents après, puis l'enfant, il l'écoute le soir en se couchant dans son lit. Okay. Ça continue à se déposer. Tu sais, comme tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient quand on était jeune? Ils nous lisaient une histoire. Tu sais, pourquoi tu t'apaises, tu pars dans ton imaginaire, tu décroches de ta journée, éventuellement, la fatigue embarque, tu glisses vers le sommeil. Donc, ça fait un peu ça. Puis ça rentre aussi. Moi, c'était ma façon, en fait, la façon de ma mère particulièrement de me faire étudier. C'était souvent ça, là, parce que sinon, il n'y a rien qui rentrait. Là. Puis avant le sommeil, là, justement, des affaires plus dures à faire rentrer, tout ce qui était, mettons, de l'ordre des mathématiques, là, juste avant de me coucher, là, bing, bing, bing. Puis le lendemain, comme par magie, on dirait que l'information avait plus collé. Incroyable. Vraiment un bon exemple. Elle avait une bonne intuition où elle avait lu ça, mais parce que là, t'es moins dans l'action. T'es plus dans la réception de l'info, puis t'es un peu plus fatigué, tes fils critiques, analytiques, ta résistance à « Non, je veux pas faire mes devoirs, ça m'intéresse pas », tu sais, comme un enfant va des fois réagir. Quand un adulte, tu sais, comme hypnologue, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes otage de sa vitesse à lui, de son système à lui, de descendre dans ses hertz, dans ses paliers, je vais appeler ça le palier de conscience, là, même si ça fait un peu ésotérique, là, mais dans ces paliers de conscience où vous avez appris des techniques pour accélérer le processus? Parce que sinon, comment je pourrais dire, vous êtes un peu otage, vous aussi, de bon, OK, vache-toi, là, puis relaxe-toi, puis je vais arriver quand tu vas être un peu détendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très difficile de... Comment je pourrais dire ça? C'est un état qui est subtil. Tu sais, si on se fermait les yeux, puis là, on continue à parler les yeux fermés, déjà, notre cerveau changerait ses fréquences. Puis je pourrais juste changer mon timbre, ralentir tranquillement ma voix, juste une méthode très classique. Okay. Et tranquillement, ça créerait, comme on dirait, un état d'être dans la lune un peu. Je le ferai pas d'un coup, il y a du monde qui parle, qui conduise, là. On veut pas créer ça. Non. Quoique ce serait un peu spectaculaire, puis on dirait que je suis prêt à prendre le risque. Pas moi. Mais, donc, avec un adulte, c'est que au début de ma carrière, j'utilisais plus ce que j'appelais une hypnose plus classique, c'est-à-dire qui est, bon, OK, ferme tes yeux, puis là, je t'amène dans une détente progressive, une relaxation, etc., etc. Moi, je vois les signes comme thérapeute chez la personne, c'est-à-dire, je vais voir même la coloration de la peau changer, des fois les yeux bouger, l'aphasie, le visage va relâcher comme ça, les tensions, tu sais, vraiment. Puis, je vois différents signes de transe, mais la personne est encore consciente. C'est pas comme si elle n'est pas, elle, là... Puis les coups de feu à côté, la personne ne veut pas rester en mode statut de tir. Exactement. Okay. Elle peut ouvrir les yeux quand elle veut. Si elle aurait peur, elle pourrait ouvrir ses yeux. Tout ça. Donc là, quand la séance était finie, quand je commençais, 15-20 ans, ben là, la personne dit « Ouais, mais j'ai pas été en état d'hypnose. » Puis là, je m'évertuais à essayer d'expliquer « Ben oui, regarde, c'est pas ça. » Mais même aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on a l'impression qu'on est, on est complètement conscient, mais d'une autre façon. Okay. Donc là, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le corps aussi, la personne, puis d'autres façons d'amener la personne en état d'hypnose, des fois un peu plus rapide. Puis je m'assure de faire vivre quelque chose avec son corps qui va défier son analyse logique. Hein, comme quoi? Que ce soit ressentir une légèreté, avoir un bras qui lève, ressentir une lourdeur, essayer de le retenir, mais il n'y a rien qu'il peut faire. Ça pourrait être de travailler avec les mains collées, ça pourrait être de travailler aussi avec les paupières qui restent collées. Ce qui fait que la personne dit « OK, oui, je suis conscient, mais en même temps, Caroline, je ne suis pas capable d'ouvrir mes yeux, tu sais. » Donc, il se passe quelque chose. Je fais juste ça pour qu'elle réalise que même si elle est consciente d'une certaine façon, elle est en transe. Elle est en état d'hypnose. Quand la personne comprend que c'est ça, puis dans le fond, on fait ça pourquoi? On fait ça pour elle. Si tant personne, moi, quelqu'un qui vient me prouver que ça marche pas, what's the point? Ouais, non, c'est ça, c'est beaucoup d'argent. Un bon montant pour me prouver que ça marche pas. Je dis, c'est les gens qui viennent, moi, ils viennent pas pour se divertir comme un spectacle. Ils viennent parce qu'ils ont une souffrance, une douleur, des problématiques, ils veulent changer un comportement. Ils fument la cigarette, ils prennent de l'alcool.
toutes sortes de choses qui veulent changer. Donc, ils sont sérieux, c'est leur vie. Là, hey, j'ai une question qui part là, puis il faut pas le voir comme une défiance ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Non, aucunement. Non? Non. Je dirais que c'est 50 du monde qui viennent qui sont sceptiques en partant. OK. Puis moi, je suis super content quand quelqu'un me dit « Ah, moi, ça n'a pas marché avec Mesmer. » Moi, je me dis tout le temps « Parfait. » Parce que c'est différent. Comment vous le trouvez, Mesmer? Je veux pas nécessairement vous ouvrir la porte pour « Ah ouais, on crache sur Mesmer, là, mais c'est pas la première fois que je fais une entrevue avec un hypnologue. Puis j'avais senti qu'il était un peu controversé, Mesmer. Moi, personnellement, j'adore. Ouais, OK. C'est un maître dans ce qu'il fait, comme toute bonne personne dans son domaine. Okay. Tu sais, si tu regardes un plongeur aux Olympiques, ça a l'air facile. Ouais. Tu regardes Mais derrière la facilité, il y a 10 000 heures d'entraînement. Ouais. Mais c'est vrai dans tous les domaines, là, du sport ou du professionnel, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça aussi. Lui, dans le domaine du spectacle, il est excessivement bon. Mais faire du spectacle, c'est une autre application de l'hypnose. Moi, je trouve que c'est pas plus facile, mais c'est que lui, il amène ça plus loin dans le scénario, tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, il travaille avec les gens qu'on appelle les plus réceptifs. Les études varient, là, mais entre 15 à 30 % de la population va être réceptif pour aller sur un stage. Mais le reste des gens, non. Pas pour faire un spectacle, mais pour faire de l'hypnose dans mon bureau, oui, 100 %. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai le temps. Puis il dit maintenant, Mesmer, au début de sa carrière, il ne le disait pas parce qu'il gardait un peu son marché de mystère, là. De mystère, exactement, de pouvoir, etc. Mais là, bon, je pense que... Son nom est fait. Il a roulé sa business, ça, son nom est fait. Puis là, ben, pour moi, c'est très bon parce que les gens vont m'appeler. Au moins, ils propagent l'hypnose, ce qui amène la curiosité. Les gens appellent les hypnothérapeutes au moins. Puis là, on a la chance de leur répondre, puis de leur faire vivre de quoi, puis de les aider avec une problématique. Je l'ai rencontré une fois, Mesmer, puis il m'a fait faire le test de réceptivité que les doigts, vous, quand votre client arrive, est-ce qu'il passe par cette étape-là? Il peut, ça dépend, mais pas de la même façon. Pouvez-vous le faire avec Louis? Je ne veux pas vous mettre sur le spot. Ouais. Mais oui, mais regarde, c'est quoi? On va le faire même tous les trois, ou Ouais. même les gens qui... Cet exercice-là, mais cet exercice-là, tout le monde peut le faire. C'est quoi l'hypnose? C'est quand j'ai dit tantôt, vous le faites vous-même à la radio. Vous envoyez des mots, et si j'envoie des mots, on n'a pas le choix à quelque part de créer quelque chose dans notre tête. Hein? Comme, on dit que le subconscient, un exemple classique, ne comprend pas la négation. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, si je vous dis, je veux pas que tu imagines un éléphant rose avec des points bleus, qu'est-ce qui se produit? Je vois qu'un éléphant rose avec des points bleus. Donc, et t'es conscient. Donc, tu as créé une image interne à partir de mes mots. Mm-hmm. Mais c'est la même chose en hypnose. Si je te parle du mot confiance, exemple, pour toi, tu sais, Jean-François, ça va vouloir dire quelque chose. Pour toi, Louis, c'est quelque chose d'autre. Pour la personne qui écoute, ça veut dire que moi, ça me permet de faire ça. Moi, ça va me permettre de faire ça. Donc, le même mot va se déposer dans une suggestion hypnotique complètement différente d'une personne à l'autre. Okay. Mais les images, pour revenir à ta demande, les images, c'est que, on va le faire là, c'est très simple. Tout le monde a déjà, si je vous dis à chaque personne même qui nous écoute, de penser, par exemple, qu'on coupe un citron en deux, on va le faire. Imaginez-le vraiment. Vous prenez un citron, puis là, vous le lichez, là. Vous prenez une lichée ou une croquée d'une bonne pomme verte, là, surette. Bien, souvent, on va déjà... Un petit picotement dans les papilles. Ouais. La salive pour rien. Ouais. C'est réel. Pourtant, j'ai rien mis dans ma bouche, puis mes papilles gustatives ont réagi à un mot qui était connecté à une expérience. Donc, vous venez de nous faire, est-ce que c'est ça, une suggestion? Oui, complètement. C'est carrément Et ça. vous en avez fait une tantôt, tous les deux. J'ai ri. Moi, ça m'a fait rire en m'en venant. Vous avez commencé à parler de morpion et de poux. Et là, t'as dit, toi, ça commence à me gratter, justement, ou toi, Louis, ne me rappelle plus. Mais c'est ça, quand quelqu'un a des poux, nous autres, tu te mets à parler de ça, soudainement, ça te gratte. Ouais. Ça en est une suggestion très classique à l'éveil qui provoque une sensation directe sur la peau. Pourtant, il n'y a rien. La seconde avant, tu ne l'avais pas. Et parce qu'on a dit ces mots-là, tu te mets à te gratter. Puis là, en plus, si tu accentuais l'accent là-dessus sur ça, ça deviendrait encore plus fort, d'une certaine façon. Donc, on travaille qu'avec l'imaginaire. Si quelqu'un veut, c'est automatique, ça se fait. On va le faire, mettons, Louis. Mettons que tu veux-tu le faire? Oui, bon, vas-y, parce go. que si tu veux pas, ça n'a rien. Non, vas-y. Mais, donc, faisons ça simple. Le but n'est pas de... Le but dans un exercice comme ça, mettons, Mesmer, il n'y a pas le temps. Il y a 800 personnes en avant. Il y a un show à donner, Il y a c'est ça. 3 minutes pour amener 40 personnes ou 30 sur le stage. Mais c'est facile parce que si je prends 800 personnes à 30 %, j'ai 240 personnes qui sont réceptives. Dans le minimum, en avoir 60-80, ça va être dur comme la roche. C'est-à-dire qu'ils vont répondre à toutes les suggestions. Puis Mesmer va dire,
ceux qui veulent venir sur le stage, venez-vous-en. Donc, les gens vont donner leur consentement. Tu ne te ramasses pas un spectacle d'hypnose sans le savoir. Tu es là. Donc, tu sais qu'il y a des possibilités. Puis si tu embarques sur le stage parce que tu viens de donner ton autorisation, d'une certaine façon. Ouais. Quelqu'un qui vient dans mon bureau aussi, mais il peut être sceptique. Il peut être... Puis le but, moi, c'est pas, comme je dis, je vais travailler, on va en faire un, mais c'est pas nécessairement ça. Il y a différentes... On appelle ça un peu des exercices de suggestibilité qui permettent à la personne de vivre des choses. Le but, c'est d'observer qu'est-ce que le corps fait. C'est pas de voir si ça marche pas. C'est juste de regarder comment le corps réagit en réalité. C'est très, très simple. T'sais. On va en faire un. All right. Non, mais Mesmer était déjà venu en studio ici, puis il avait essayé de me le faire le test des doigts qui collent, puis ça n'avait pas marché. Parfait. Bon, allons-y. Moi, là, j'avais faké. Puis moi aussi, j'avais faké pour pas dire. Pour pas faire de la peine à Mesmer. Ouais, ben c'est ça. Puis moi, quelqu'un que ça marche pas, je vais dire, OK, on va faire autre chose. T'sais. Le but, lui, il n'y a pas de. C'est un cul-de-sac. Si ça marche pas, il est un peu fait parce que là, faut que tu viennes sur le stage. Exact. Faut que je t'amène faire un scénario. Moi, c'est pas ça. C'est pour ça que quand les gens viennent, le focus n'est pas aucunement là. Puis il y a un chemin pour se rendre là, en réalité, dans mon bureau. Donc, je commence pas red sec comme ça parce que je veux pas que les gens soient là, s'attendent à ça, veulent prouver que ça marche ou que ça marche pas. Les gens ont toutes sortes de perceptions quand ça marche, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites pas un show de magie, là. C'est du traitement. Aucunement. Puis des fois, je fais aucunement ça. On va passer par d'autres sensations. Des fois, c'est des sensations. Tes yeux fermés, t'es juste couché assis dans une chaise, puis tu vas avoir l'impression que ton bras est bien collé là, il est soudé, ton corps. Tu sens où tu vas sentir la légèreté, puis ton bras va tranquillement monter comme ça. La première fois que moi, j'ai réalisé, je faisais un cours en hypnose, puis pendant le cours, je me disais, Colin, ça marche même pas avec moi. J'étais découragé, un peu. Tu dis, je vais mettre du monde en transe pendant des années, puis ça marche même pas avec moi. Parce que j'avais une conception qu'il fallait que je perde le contrôle ou que je sois pas conscient de rien. Ou que... Puis là, je suis assis dans une chaise, puis on faisait des exercices entre les étudiants. Puis à un moment donné, la personne, elle me suggère, je suis assis, je suis relax, puis que je me rappelle plus si c'était, mettons, on attachait une ficelle à mon poignet, puis on attachait des ballons gonflés à l'hélium, puis on commence à gonfler ça. Puis là, que ma main, mes doigts deviennent plus légers, puis ma main. Puis là, moi, je suis assis dans la chaise, puis je me dis, les yeux fermés, je suis pas en état d'hypnose, dans le fond. Un peu comme les gens pensaient, il y a 20 ans, tu sais. Puis là, d'un coup, je commence à sentir mes doigts bouger un peu, puis je me dis, curieux quand même, tu sais. Puis là, je commence à sentir ma main monter. Puis là, je commence à rire. Puis ça, souvent, les gens vont rire. Ils vont avoir un fou rire parce que là, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Et là, moi, dans cette formation-là, j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé ma main, puis là, je me suis dit, tabarouette. Vous êtes élevé quoi, genre 30 cm? Mettons, c'est ça, mettons 20-30 cm, puis c'était là, figé dans les airs, puis je me suis dit, c'est pour moi qu'elle lève, elle est là, tu sais. Fait que ça m'a fait rire, j'ai refait mes yeux, puis j'ai réalisé, j'étais conscient, mais juste d'une autre façon. Tu comprends? Mais il se passait d'autres choses en parallèle, tu sais. Fait que faisons un petit exercice, Louis. Allons-y. Yes. Fait que mettons, tu vas prendre tes deux mains comme ça en avant de toi. Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on fait un peu. Tu vas les mettre devant ton visage, tu vas les frotter. Okay? Je veux que tu fixes tes mains un moment. Tu vois le mouvement. Okay? Tu sens-tu la petite chaleur? Oui. Bon, tu vas accélérer le mouvement. OK, tu sens ça plus chaud? Oui. OK, ça bouge plus vite? Oui. OK, excellent. Là, maintenant, tu vas croiser tes mains, bien les serrer au fond. Là, je veux que tu serres comme ça le maximum que tu peux. Comme si tu priais fortement. OK, excellent. Et là, tu vas juste laisser les deux doigts se décoller. Comme ça, c'est ça. Exactement, continue. Continue comme ça. Et là, je veux juste que tu fixes l'espace, le vide entre les deux doigts. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Et là, tu fais rien d'autre que fixer ça. Et je veux que tu deviennes un peu comme un observateur. Exactement. Et plus ça se rapproche, plus ça se colle. Et tu fais rien, même plus tu sais que ça colle pas, plus ça colle. C'est un peu comme s'il y a quelque chose qui se faisait. Tu devenais un observateur et les doigts vont se coller même de plus en plus. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer même que j'ai une vis. Et plus je les visse, plus il serre, plus il serre, plus il colle, plus il colle, plus il soude. Les doigts se collent. Etc. Puis là, les doigts vont devenir même de plus en plus collés, soudés, fusionnés. Ça tremblote aussi? Oui, parce que là, il force d'une certaine façon. Puis plus il force, plus ça colle. Puis plus ça colle, plus ça serre. Puis plus ça serre, plus ça soude. Puis avec son trouble de l'opposition, il essaie de les décoller, puis il n'y arrive là, pas. Il force pour de vrai. Je pense pas qu'il fake, au contraire. Parce que comment je vois qu'une personne y va? Parce que ses doigts sont blancs. Oui. Ça veut dire que c'est collé solide. Et plus il force, puis là, c'est cru dans cet état-là, parce que plus tu essaies de décoller, plus ça colle. Ah oui? Ça fait un peu l'effet inverse. Ouais, clairement, il y en est rouge. Il est blanc les doigts, mais rouge la face. Oui. Bon, t'es conscient, mais je pense bien qu'il fake pas, moi. Non, il n'y a pas l'air. Fait que, au compte de toi, tu vas pouvoir bien sûr les décoller. 1, 2 et 3, tranquillement, et voilà. Puis là, il reste, gars, et boy, qui sont collés. Fait que tu vois, c'est une bonne imagination. Louis, raconte comment tu viens de te sentir.
Ben, T'as-tu faké? ben non, je forçais Ouais, pour les dis-le. sortir. Mais moi, je suis capable. Non, je forçais vraiment pour les sortir. Moi, j'aurais voulu faire non. Ah oui, c'est ça. Pour le show, je pense. C'est le genre à Louis faire non. Mais non, pas du tout. Non. S'il avait fait ça, là, j'aurais sorti mon petit bâton pour aller à la deuxième phase. Deuxième étape, la coup de bâton, généralement, Après, ça j'ai colle. J'ai un plâtre pour ça. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas une vraie plante, c'est juste donner des petits coups de Mais coude. ce que je veux dire, c'est que c'est que la capacité à focusser et imaginer. Si on laisse le corps faire, il va y aller. Ce n'est qu'une question de temps. Puis là, ben, bon, je me suis emmené vers toi un peu pour accentuer un peu l'effet un peu, puis te guider là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où on les voit se rapprocher, on voit qu'il se passe quelque chose. Puis là, à un moment donné, il a comme réessayé, ils ont redécollé un petit peu. Puis là, ils ont revenu. Est-ce que la proximité physique, c'est une tactique, je vais le dire de même, que vous utilisez en clinique? Oui. Oui, OK. Oui. Vous vous approchez du client. Oui, moi, je vais travailler avec la personne. Je vais dire à la personne, c'est correct, par exemple, si je touche ton poignet, ton épaule, ton front pendant la séance, parce je vais travailler avec le corps, parce que le subconscient, tu sais, le but, tout ça, là, on n'en prend qu'un aspect qui a de l'air un peu, tu sais, divertissement en réalité, mais moi, le but, c'est d'amener la personne dans un état plus profond dans lequel on peut travailler quelque chose de réel, de sérieux, qui pour elle a une valeur, tu sais. Quand tu sors d'un spectacle, tu as eu du fun, c'est ça la valeur. Tu retournes chez vous, mais il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Ouais. T'sais, moi, c'est l'opposé de ça que je cherche. Quand la personne vient, je veux qu'elle reparte à quelque chose qui est réel dans sa vie, puis qu'elle le met en pratique, puis là, ça commence à changer sa vie. Là, c'est extraordinaire. Ben justement, parlons-en. Tantôt, j'étais sur votre site hypnoseetvous.com, puis je voyais les raisons de consulter. Et puis ça peut aller, on est dans le large, là. Stress, anxiété, dépression, épuisement professionnel, changement majeur comme la séparation, maladie, perte d'emploi, retraite, le deuil, l'insomnie, phobie, peur, crise de panique et angoisse, traumatisme et choc post-traumatique. On a beaucoup, nous autres, on fait les jeudis Warzone là, dans le Spacecast où on parle beaucoup avec des anciens soldats, des vétérans. Puis oui, j'ai entendu un mécanicien l'autre fois vous parler de mécanique, je pense, dans un... Oui, exact. Fait que, son Subaru puis tout, là, je me souviens. Disons, oui. Ça n'est un... c'est une des problématiques qui revient beaucoup. La loi a changé, là, je crois que c'est la loi 21 des années 2015, justement, où l'Ordre des psychologues a encadré aussi la pratique des hypnothérapeutes, pour au moins qu'il y ait un cadre alentour de ça, ce qui est une bonne affaire. Est-ce qu'il y a des psychologues qui vous envoient du monde? Des référencements? Oui, ça arrive des fois, mais quand même peu, parce que chacun un peu prêche pour sa paroisse, je comprends. On va dire. Ouais, donc, oui. Puis une approche de psychothérapie, c'est quand même assez long. Fait que, tu sais, j'étais dans traumatisme et choc post-traumatique. Bon, c'est pour ça que je te dis ça. En fait, maintenant, c'est encadré par l'ordre. C'est qu'un hypnothérapeute peut travailler avec une personne qui a eu un choc post-traumatique, mais il ne peut pas la ramener sous hypnose dans son choc. T'sais, le but, c'est qu'on veut éviter que quelqu'un retourne dans un événement traumatique puis il décompense, puis que là, la personne n'est pas formée. Je comprends. T'sais, mettons, le gars, la personne n'a pas une formation solide, elle n'est pas psychologue, elle n'est pas psychiatre, elle n'est pas psychothérapeute, elle a appris l'hypnose de même. Puis là, elle ramène la personne dans le temps que ça pétait à Kaboul, là, puis ouais. Fait que ça a été encadré comme de quoi qu'on n'a pas le droit de faire des régressions, par exemple, dans des chocs. Mais qu'est-ce qu'on peut travailler pareil avec les personnes dans le moment présent pour les aider à aller bien maintenant? T'sais, pour moi, mon travail, c'est ça. J'ai jamais travaillé en régression dans le passé. Je travaille plus en regarder qu'est-ce que la personne veut aujourd'hui et on met déjà son subconscient à travailler avec elle. Une coopération. Y a-tu des contre-indications ou des obstacles que des fois vous voyez comme hypnologue, vous vous dites, je suis pas sûr que je peux aller là, ou des traumatismes qui ont été trop majeurs. Exemple, là, je prends un exemple aléatoire, là, mais une dame qui a vécu une agression quand elle était jeune, une agression sexuelle quand elle était jeune, c'est un trop gros traumatisme qui maintenant parasite sa vie, empoisonne sa vie, les souvenirs de tout ça, ça lui donne une vie... c'est une bonne question, puis ça va selon les thérapeutes. Selon les formations que la personne a, l'expérience qu'elle a, puis la confiance qu'elle a à travailler avec quelqu'un. T'sais. Le but n'est pas de dire, bon, ben, moi, je pense qu'on peut travailler avec toutes sortes de problématiques. Mais bien sûr, il y a un cadre, il y a un chemin de sécurité, il y a des filets de sécurité qu'on va se mettre aussi, pour être sûr que la personne soit bien, qu'elle aille bien, qu'elle se sente bien. T'sais, le but, moi, c'est toujours, il faut que la personne elle se sente mieux en sortant qu'en rentrant. Est-ce que vous êtes en mesure de faire quelque chose à quelqu'un? Qui pourrait, mettons... juste, là avec lui. Ouais. Bon point, mais mettons, Louis, qui n'est pas un voleur, pourriez-vous lui faire le dépanneur du coin de la rue Hollande? Mesmer, il fait un peu des affaires de même dans ses spectacles avec les comédiens, exemple. Ils amènent faire des choses qui... Oui, bien c'est pour ça que je pose la question. Quand on arrive, souvent, la limite, c'est les valeurs morales. Okay. C'est-à-dire que si quelque chose pour toi... Si elle le ferait pas, la personne ne le ferait pas normalement, elle le fera pas. Exactement.
il y a eu toutes sortes de tests qui ont été faits, là, mais en général, là, je dirais, à ma connaissance, tu peux pas faire quelque chose à quelqu'un vraiment, soit qu'il ne veut vraiment pas, ou que c'est contre son code d'éthique, de valeur morale. Là, OK. ça pourrait être des choses simples, là, pas nécessairement on parle de voler ou de tuer, ça pourrait être juste de dire à quelqu'un qui, je sais pas, mais mange jamais, c'est dans sa plus grande valeur, puis tu dis de mentir, ben ça va créer quelque chose à l'intérieur, puis la personne, normalement, va sortir de l'état de transe. D'un coup sec comme ça? Ou graduellement. D'ailleurs, c'était une des peurs des années 70. Les gens avaient peur de rester pris dans l'état de transe. Oui. Ils disaient, ouais, mais là, j'ai encore des gens qui me disent ça. Puis là, ben, ils ont fait des tests. En fait, les années 70, c'était pas sûr. Donc là, ils ont pris, mettons, 20 salles dans une université. Ils ont mis 20 personnes en transe profonde, puis là, ils ont quitté. Puis là, ils ont mis des timers, puis ils ont attendu voir qu'est-ce qui allait se passer. Les gens émergent de la transe naturellement parce que c'est un état naturel. Entre, genre, quelques secondes à quelques minutes. La personne qui a été plus longtemps, je pense que c'est peut-être 1 heure ou 2, mais là, c'est endormi. Elle ronflait. Okay. Parce que, comme on l'a dit tantôt, dans la transe, on est sur le bord du sommeil. Donc, moi, dans mon bureau, j'ai des gens, ils sont sur la ligne de s'endormir. Je vois, ils vont faire comme... Ils viennent sur le bord, mettons, la respiration shift quand tu dors. Vous, pas pareil dans la transe. Si la personne s'endort, vous, comme hypnologue, est-ce que vous la perdez? Est-ce que vous devez comme la réveiller? À moins qu'elle vienne me voir pour le sommeil. Oui, ça, c'est comme un gros win. D'une certaine façon, c'est que... C'est quand même exceptionnel que quelqu'un va s'endormir devant toi, dans ton bureau, puis il n'est pas capable de s'endormir chez eux. Ça, effectivement. Donc, on est en train de réapprendre quelque chose. Donc, si la personne s'endort et elle vient voir pour l'insomnie, aucun problème. Mais en temps normal, c'est pour ça que je vais demander à la personne si je peux toucher à son bras ou son épaule. En temps normal, je vais m'assurer de garder un contact des fois. Si je vois que la personne est tellement brûlée, mettons, là, elle est fatiguée, brûlée, là elle plonge dans le sommeil, je vais y parler. Ou, je peux mentionner son nom juste pour qu'elle réémerge du sommeil et qu'elle reste dans son état d'hypnose plus profonde. Arrêter de fumer, là, c'est un des problèmes les plus gros sur la planète, qu'il y a tellement de monde qui essaye toutes les gommes, les patchs, whatever. Toutes les dépendances, en fait. Il arrive des fois un rendez-vous d'hypnose, puis bang, il arrête la cigarette bout pour bout du jour au lendemain. Ouais. Moi, je fais ça en une rencontre. Hein? Ouais. Ah, ouais. Ça dure 2 heures, par contre. C'est pas de la magie, ça fait. Moi, c'est une de mes spécialités aussi, les dépendances, donc les cigarettes, l'alcool, le pot de vapoteuse, etc. et compagnie. Mais 90% des dépendances que je vois, c'est alentour quand même de cigarettes, pot, vapoteuse, alcool. Okay? Soit arrêt d'alcool complet ou contrôle. Donc, j'ai beaucoup de gens, mettons, depuis la pandémie, qui disaient, moi, je prenais une coupe ou deux, bien contrôlée. Maintenant, je finis tout à ma bouteille. J'aime pas ça. La personne est fonctionnelle, à sa job, elle travaille, elle se lève, elle fait toutes ses affaires. Elle s'occupe de ses enfants. Mais elle sait en dedans d'elle qu'elle n'est pas bien. Il y a de quoi qui accroche. Il y a de quoi qui accroche. Elle sent qu'elle perd le contrôle. Elle a fini la bouteille, même si elle ne veut pas. Puis le lendemain, elle poque un peu, veut pas. T'es moins fonctionnel aussi après une bouteille de vin. Là, ah oui. Un peu tout le monde. Là, donc ça, je n'ai beaucoup pour le contrôle de l'alcool. Mais la cigarette, je dis tout le temps, puis il n'y a pas tant d'hypnothérapeutes, tout le monde en fait un peu, là, mais qui se spécialise dedans. Pourquoi? Parce que aider quelqu'un à arrêter de fumer, je dis ça me prend toutes mes techniques que j'ai apprises. Ça me prend le meilleur de moi-même d'une certaine façon. Ah ouais, OK. Oui, parce que je vais travailler avec tout ce que je sais. Ça commence au téléphone, dans la salle d'attente, quand il rentre. Moi, je suis toujours en train de travailler en réalité. Parce qu'est-ce qui est plus fort? C'est pas l'hypnose, c'est pas rien que quand la personne, pour moi, ferme les yeux. Ça commence bien avant, même au premier contact. Oui, comme j'ai commencé avec Louis avant d'y faire coller les doigts. Dans des affaires subtiles, dans le sens qu'on... Je lui ai dit que c'était l'imaginaire. Je lui ai dit d'observer ça, pour qu'il ouvre son esprit à se laisser aller. Si tu dis rien, tu forces quelque chose, la personne va résister. Tandis que si tu lui dis, écoute, c'est pour toi, puis observe ton corps, regarde qu'est-ce qu'il veut faire. Là, tu es dans une autre posture de regarder. Tu es un peu plus curieux, puis là, soudainement, le corps, il va. Fait qu'en hypnose, c'est plus fort la morale, nos valeurs, que des habitudes solidement ancrées en nous, comme les dépendances. Les habitudes, c'est solide. Ouais. Ça prend du travail. C'est pas... puis je vous dirais pas que j'ai 100% de succès. Bien sûr, ça serait prétentieux, non réel. Parce que je suis pas mes gens non plus 5-10 ans après, mais c'est sûr que je sais que j'ai une très bonne réussite parce que les gens m'en renvoient des messages. Les gens, c'est eux qui sont responsables après ça de pas se repitcher la face dans le paquet de clopes. Exactement. La personne qui me dit, je veux pas, puis elle refume. Je veux dire, oui, tu peux mettre des blocages, des choses, tu peux mettre... tu pourrais mettre des aversions, etc. Mais
Ça se fait, ça, voir un paquet de clopes puis avoir de clopes de cigarettes puis avoir de la nausée. Ouais. Ah, ouais, OK. Ouais. Mais tu sais, c'est une des approches parmi beaucoup. Mais la base, je dis tout le temps aux gens qui veulent arrêter de fumer ou de consommer quoi que ce soit, il faut que la personne ait pris la décision. Il faut que sa décision soit solide. Sinon, tu ne perds pas ton temps. Tu ne viens pas ici, je vais venir au cas que ça marche. Je vais essayer. L'hypnologue va le faire à ma place. C'est ça. Okay. Donc, je m'assure que les conditions soient là en place pour qu'elles ne viennent pas dans cet état-là. Est-ce que pendant les 2 heures de ces sessions-là, la personne est en état d'hypnose pendant 2 heures de temps? Ça peut durer... Bien, sûrement pas, parce que tantôt, vous parliez d'1 heure, puis c'était long. Non, mais en même temps, ça n'aurait pas d'importance dans le sens que, tu sais, dans l'état d'hypnose, comme on l'a dit tantôt, le temps... C'est pas si... Les gens ne s'en rend pas compte, toi. Non, c'est ça. Donc, ils ne sont pas 2 heures en état d'hypnose, bien sûr, parce qu'on va jaser. Moi, il faut que je connaisse la personne, ses habitudes, qu'est-ce qu'elle va chercher dans la cigarette. Parce qu'il faut tout le temps se dire, on fait les choses pour une raison. Qu'est-ce que tu viens pallier en dessous de ça? Exactement. Chez la plupart des gens, cigarettes, alcool, potes, vapoteuses, exemple, et même drogue dure, c'est pour... Oui, il y a la recherche de plaisir dans certaines drogues, mais la plupart, comme cigarettes, alcool, c'est pour décompresser la plupart du monde. Je dirais 80% du monde vont dire « Ah ben j'ai hâte d'arriver à mon happy hour ». Et là, ils vont prendre la première gorgée. Ou ils vont arriver, fumer la première puff. Rendu à la 4e puff, souvent, elle est dégueulasse. Mais c'est pour cette première relâche-là que j'appelle. Et les mots qui sortent le plus de mes clients, c'est relâcher le stress ou l'ennui ou social. Tu sais, c'est un peu les 3-4 choses qui... Mais il y a un besoin derrière qu'il faut regarder avec la personne, qu'elle comprenne. Puis moi, je dis tout le temps, c'est pas d'enlever une habitude au subconscient puis au conscient de la personne, c'est de la remplacer par quelque chose d'autre. C'est là que le subconscient va coopérer beaucoup. Parce que le subconscient a une raison pourquoi la personne, on va dire que son conscient a dit « Moi, je vais arrêter de fumer, j'étais écœuré, je suis plus capable. Mon père ou ma soeur est morte du cancer des poumons. » ou tu sais, toutes les raisons sont là. Quand on va voir un psychologue, souvent, il y a la partie... Parce qu'il y a bien des gens qui vont voir un psychologue et ils se disent « Ah, le psychologue va tout faire pour moi. » Mais non, le réel, c'est pas mal plus que tu repars avec des devoirs, souvent. Du travail à faire sur toi-même. Est-ce que c'est le cas aussi avec un hypnologue? Exactement, oui. Dans mon cas, moi, oui. Les gens ont toujours quelque chose à faire en sortant. De quel ordre? Ça peut être de l'ordre très facile de réécouter ce que je leur ai enregistré parce que je vais avoir enregistré une bonne partie de la séance que j'ai faite avec eux. Qui va être à la maison vu comme... je dis aux gens de ne pas se casser la tête de voir ça comme une détente guidée, une méditation guidée, une hypnose guidée. Ils n'auront peut-être pas le même méthode que dans le bureau, mais c'est pas important. Parce que le contact a été fait dans le bureau avec le subconscient. Après ça, c'est un rappel au subconscient. Puis ça permet à la personne de relâcher ses émotions. Si elle a eu une grosse journée stressante, elle écoute ça, ou elle se couche le soir, puis là, ça spin. Ben là, au lieu de laisser le mental activer, puis là, entrer dans un problème d'insomnie, si elle écoute une séance, le mental décroche, puis là, paf, elle s'endort. Fait que là, souvent, on règle 2-3 choses en même temps, des fois, ou ça va être un exercice, ce qu'on appellerait classiquement, mettons, en PNL, un ancrage, mettons. C'est quoi le PNL? PNL, c'est programmation neurolinguistique. C'est une autre approche aussi qui a eu de l'hypnose à l'intérieur de ça. OK. Qui travaille, dans le fond, avec la manière dont les mots, les images, justement, se programment au niveau du cerveau. Comme là, on jase, OK? Bon, oui, j'ai des feuilles là, mais je les utilise pas. Autrement dit, je parle, les mots sortent, comme toi, puis toi. Mais on choisit pas chacun des mots qui sortent, ça sort. On dit en PNL que le langage, c'est un peu la structure de mon inconscient. Donc, quand quelqu'un vient te parler d'une problématique, dans sa façon de te parler, va être codé un paquet de choses. Quand tu es capable d'écouter ça. OK. Je suis sûr que on connaît tous des gens qui vont nous parler des mêmes problèmes depuis des années, exemple. Mettons, des amis, des membres de la famille. Puis ils vont ressasser. Donc, les gens, l'hypnose la plus forte qui existe, là, c'est celle qu'on se fait soi-même. C'est-à-dire, c'est notre discours intérieur, de la manière dont on se parle dans notre tête. C'est pas écrit nulle part. Tu vois quelqu'un, juste d'un 5 à 7, tout le monde est beau, fin, puis a l'air de bien aller, mais c'est pas la réalité. Non. On ne sait pas ce que les gens se disent dans leur tête. Ils se cognent-tu sur la tête? Je suis pas bon, je suis pas fin, je suis pas beau. La vie, c'est comme ça. Les hommes, c'est comme ça. Les femmes, c'est comme ça. Tout le monde a des croyances basées sur notre éducation, nos expériences. Puis c'est ça, pour moi, la forme d'hypnose la plus puissante à aider la personne à sortir de là. Parce que ça, c'est derrière ces fils critiques. Il n'y a personne qui l'entend, il n'y a personne qui le remet en question. Justement, quelqu'un qui va vous voir pour des enjeux, mettons, de confiance en soi ou de dépression ou juste de
d'être un pessimiste dans la vie, là, mettons, puis qui aimerait ça voir plus le bon côté des choses, il y a un moment où Jean-François Allard sera plus là pour me dire « Hey, pense aux bonnes affaires ». Est-ce que la séance d'hypnose va tuer le pattern à la base ou ça sera dans mes devoirs de rester alerte à « Ah, les idées négatives reviennent, il faut que je les court-circuite » ou bien l'hypnose fait ce job-là, justement? Je sais pas si ma question est claire. C'est une excellente question. T'es direct dans le cœur du changement en réalité. C'est tout ça à la fois. Je dis aux gens qui viennent, j'ai pas une baguette magique. Je peux pas te faire arrêter, un, ce que tu veux pas. Deux, même si tu veux, ça va prendre un minimum de travail. Le travail étant des fois de se court-circuiter soi-même, justement. T'sais. Parce que quand les pensées qu'on a, là, je vais te dire de même, mais pensez-y. Les pensées qu'on a, ils arrivent d'où? C'est-à-dire que quand on jase dans notre tête, là, mettons, il arrive une situation, puis là, je me dis, ah, blablabla, là, je me crains. Mais ça arrive d'où, ces pensées-là? Je me dis pas, OK, c'est le moment d'être anxieux maintenant, il faut que je m'imagine quelque chose qui va me créer de l'anxiété. Mais non. Les scénarios pop, ça arrive de ce que j'appelle du subconscient, des programmes qu'on a là, qui viennent souvent de notre enfance, notre éducation, nos expériences de vie. T'sais. Donc, quand ces programmes-là s'activent, ben là, puis j'en prends conscience, c'est le moment là, de rentrer là-dedans, puis d'interrompre ça, puis d'utiliser les outils que j'ai appris en hypnose qui sont, on pourrait dire, connectés à la séance d'hypnose. Okay. Donc, la séance d'hypnose peut en faire, bien sûr, partir, affaiblir ou diminuer, mais la personne doit faire un certain travail, c'est sûr. Sur le texto, il y a vraiment une question intéressante. Est-ce que vous pouvez traiter des enjeux qui sont reliés au corps? Justement, je pensais consulter pour un mal de dos qui revient toujours. Je ne sais pas s'ils font ça. Oui. Le corps, c'est peut-être 10 à 20 des consultations que j'ai. Donc, je sais pas. Quand même. Allergie, Allergie, colon irritable, digestion, refoulement, ballonnement, eczéma, allergie carrément ou intolérance? Ou les deux. Ah, ouais. Allergie, ça marche? Oui, il y a des très bons résultats. Ouais. Wow! C'est pas garanti, bien sûr. On travaille avec, comme je dis, mais c'est qu'il y a plein d'hypothèses. Ce que je vais dire là, c'est des hypothèses. Quelqu'un va me dire, ouais, mais prouve-moi, mais je peux pas te le prouver. En réalité, c'est que il y a des choses qu'on peut juste pas prouver. Mais je dis tout le temps, il y a des choses qui sont prouvées par la science, mais solides, là, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ils viennent des émotions qui sont en général le stress, l'anxiété et la peur, ou d'autres émotions aussi, là, ou la colère, exemple, mais qui, au fil du temps, des années, vont créer quelque chose dans le corps. Moi, je dis toujours, le corps physique, c'est comme l'éponge du monde émotionnel. À la longue, ça finit par être absorbé à quelque part dans un organe, un système, puis là, il commence à moins bien fonctionner. Okay. Là, il s'est établi une espèce d'autoroute entre mes émotions puis ce système-là. Puis, mettons, quelqu'un va venir me voir parce que, mettons, genre, il y a le colon irritable, exemple. Bien, presque tout le monde va me dire, si je pose la question, quand tu es stressé, mettons, est-ce que tes intestins réagissent plus? Ils vont tous dire oui. Ben oui. Quand on est nerveux. Donc, l'émotion active le corps physique. C'est pas... Il y a un lien. Il y a un lien direct. Hey, c'est vraiment pas compliqué. Regarde, si, mettons, là, on est dans le studio ici, puis on ouvre la porte, il arrive un tigre qui rentre tranquillement dans la porte. Un tigre nommé Marie Darvaux. Je connais pas celui-là, mais... L'autre bord de la porte. Bon, mettons, une tigresse, mettons, qui rentre. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais voir ça et mon émotion, la peur, va monter à 10 sur 10, instantanément. Qu'est-ce que mon cerveau et mon subconscient vont faire avec le cerveau reptilien? Les parties derrière, ils vont déclencher un tsunami d'adrénaline dans mon corps pour tendre mon corps, pour partir à la course, puis il va déclencher dans mes glandes surrénales du cortisol. Basé sur quoi? Sur une image d'un tigre qui rentre. Vous rentrez à la maison. Je ne sais pas si vous avez des enfants, exemple. Oui, 2. Mettons, tu as 2 enfants, à quel âge? 6 et 9. Bon, mettons, tu rentres à la maison, go filles. 2 filles. 2 filles, bon. Tu rentres à la maison, mettons, tu ouvres la porte. Puis là, mettons, ta plus petite dit « Papa! » Tu sautes d'un bras. Là, tu fais un câlin. Exemple. C'est une fille tronc. Elle n'a pas de bras. C'est pas vrai. Bon, mettons les jambes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça marche pareil. Elle te saute d'un bras, puis tout, elle serre. Oui. OK? Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une émotion d'amour. Oui. Hein? Kinesthésiquement, ton corps touche le sien. Tu fais un câlin. Si tu restes là 15 à 20 secondes, le cerveau va enclencher de l'ocytocine, qui est l'hormone liée à l'affection, même la sexualité aussi, etc. Basée sur un de tes sens, le toucher et une émotion d'amour.
Tu vas, je sais pas, d'un pub avec des chums. Moi, je suis super. Excusez, ce que vous venez de dire là, moi, je suis super sensible à ça. Avec mes filles, justement, moi, je suis monsieur câlin à la maison. Là. Puis, vraiment, là. Puis cet état-là, justement, moi, je suis monsieur long câlin, genre, papa, lâche-moi, là. Puis, parce que je le ressens, cet effet-là, là, calmant, puis ça m'emmène dans une autre zone, là, si on veut. En fait, cet exercice-là, je donne ça comme exercice au couple, puis je le fais avec ma blonde aussi. On l'a fait volontairement. Ici, rien de sexuel, ne vous inquiétez pas, là, ce que je veux dire. Non, puis en même temps, j'ai vu que vous n'avez pas vraiment de limite. Là, de toute si façon, vous êtes capable d'utiliser, si vous utilisez de l'hypnose pour votre sexualité, chapeau à vous, monsieur. Mais c'est d'ailleurs des consultations sur libido, anorgasmie, difficulté érectile, soit érection, éjaculation précoce, j'en ai souvent. Ça, c'est clair, c'est beaucoup dans la tête. Là. C'est même 100% dans la tête. Les gens vont venir me voir, ils ont tous fait les tests. Il n'y a rien qui ne va pas physiquement. C'est émotionnel. Tu sais. Dans la sexualité puis le sommeil, justement, c'est les deux endroits où ça va souvent à l'opposé de la volonté. C'est-à-dire, quand tu veux dormir, tu dors pas. Impossible. Quand il faut que tu dormes parce que tu as une grosse journée, tu dors pas. Mais dans le sexe, c'est ça aussi. Quand quelqu'un a une problématique sexuelle, plus elle veut, plus ça bloque. Bang, tu m'en rendras pas. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Carrément. Puis plus tu deviens anxieux par rapport à ça. Tu anticipes le moment soit du sommeil, le moment de la relation sexuelle. Ce que ça fait, ça charge ton émotion. Tu arrives là, ton corps fige. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est le corps physique qui répond à une émotion. Carrément, OK. Hey, donc, c'est direct. Souvent, l'effet, c'est pas « OK, je te fais imaginer quelque chose, ta maladie part d'un coup. » C'est pas aussi... Ça serait une baguette magique, tu sais. Mais on va travailler ça, puis il y a vraiment de très grandes possibilités pour ouvrir ça. Je vais vous donner l'exemple vite d'un cas personnel. Je l'avais peut-être raconté quand j'étais venu avec José ou ici, mais je te raconte. C'est perso, mais ma blonde, quand je l'ai connue, là, ça fait 17 ans, j'étais avec elle. OK. Elle n'était plus menstruée depuis 10 ans. Okay. Donc, elle ovulait plus de menstruation. Elle a été menstruée, mettons, je sais pas, de 15 ans à 20 ans. Là, ça a arrêté. Clac! Moi, je l'ai connue, elle avait genre 30 ans. Puis moi, je venais de finir mon cours en hypnose. Et là, elle voyait des médecins, des spécialistes. Là, c'est rendu aux spécialistes. Puis là, c'est les mêmes spécialistes qu'en procréation parce que une femme, mettons, de 30 ans qui ovule pas, elle ne crée pas de progestérone, je crois, qui va fragiliser ses os, comme l'ostéoporose, comme une femme ménopausée. Je comprends. Fait que là, c'est un problème à 30 ans, c'est dangereux même pour tes os, fragiliser tes os. Fait que là, ils ont dit, écoute, il faut que tu prennes des hormones à vie. J'avoue qu'avec un pas de recul, parce qu'au début, de ne pas être menstrué, je trouvais que c'était comme un cadeau du ciel, là, mais j'avoue qu'avec le recul, oui, c'est un peu problématique. Tout le reste, avoir des enfants, etc. Ouais, j'avoue. Fait que là, la médecin dit, il faut que tu prennes des comprimés pour ta vie, des hormones, parce que tu vu le but. Puis ça fait 10 ans, puis on sait pas pourquoi. Tous les tests, on voit rien. T'sais. Fait que là, elle me dit ça, puis là, elle me dit, il faut que je prenne des hormones à vie. Puis je dis, écoute, faut que tu suives ce que ton médecin dit, mais j'ai dit, en même temps, j'ai vu une étude de cas, moi, dans mes manuels d'hypnose, qu'une femme, ses menstruations va redécoller. J'ai dit, si tu veux, on peut l'essayer, puis dans le pire des cas, tu vas prendre la médication. Si ça marche pas, t'as rien à perdre. Ça. Fait qu'elle dit, OK, fais-le avec moi. Je dis, hey, wow, t'es-tu malade? Là, t'as peu. Moi, on commençait à sortir ensemble, fait que j'étais un peu intimidé moi-même, j'avais pas d'expérience. Fait que je l'ai envoyé voir quelqu'un d'autre, puis ça n'a pas cliqué. Tu sais, c'est ce qu'on disait tantôt, là. Ouais. Elle est allée voir une dame 2 fois, puis elle l'a pas aimé, ça n'a pas connecté. Puis là, elle me dit, hey, veux-tu le faire? Je dis, OK, mais je te garantis rien, là. Fait qu'on a commencé, on a fait des séances d'hypnose. On a fait elle avait un exercice. Ma blonde est très disciplinée. Elle faisait ses exercices tous les jours, son écoute tous les jours. Il s'est passé 1 mois, il ne se passait rien. On fait une autre séance. 2 mois, rien. On continue. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. 3 mois, rien. Justement, après 3 mois, tu te dis, tu pourrais très bien te dire, c'est de la merde, ça marche pas. Je veux dire, t'as découragé, mais on continue. 4 mois. En prenant les médicaments Non, là, elle ne prenait pas les médicaments à ce moment-là. Okay. Elle avait décidé de ne pas les prendre. OK. Elle attendait de voir qu'est-ce qui allait se passer. 4 mois et demi, paf, les menstruations ont décollé. Je dis toujours, pour moi, l'hypnose, c'est pas ésotérique 2 secondes, c'est très réel. Ça me réveille tous les matins depuis 12 ans. Parce qu'on a eu une petite fille suite à ça. Fait que pour moi, l'hypnose, c'est très concret. Là. J'ai un enfant, une 2e fille, que j'aurais pas été possible sans l'hypnose. Ah, c'est fou, ça. Wow. Puis la beauté de ça, c'est qu'aussi, on n'a jamais su pourquoi. On n'a pas besoin de tout comprendre. On ne sait pas pourquoi, exactement. On ne sait pas pourquoi que ça a arrêté ces menstruations. On a juste aidé le subconscient à transformer, libérer, changer ça au travers des images, des métaphores, des émotions, se reconnecter, éventuellement, le travail aussi. Là, ma blonde, elle a fait ses efforts. C'est ceux qui viennent, puis c'est même juste que ça va marcher d'une shot, puis il n'y a rien à faire. Là, c'est comme lancer un 30 sous en l'air. Des fois, ça peut marcher, mais des fois, non. Okay. Il faut faire sa part.
Je terminerai cet entretien-là parce qu'on a touché l'aspect mental, le corps. J'avais vu, encore une fois, puis désolé pour le parallèle encore avec Mesmer, mais j'avais vu, moi, c'est probablement la performance, entre guillemets, de Mesmer qui m'a le plus marqué. C'est à un moment donné, il dit à un gars qui bench peut-être, je sais pas, 100 livres. Là. Il bench 100 livres de façon, c'est difficile. Là. Tu vois qu'il travaille pour avoir son 100 livres. Après ça, il le met en état d'hypnose et il lui fait bencher genre le quadruple. Quelque chose qui est absolument impossible. Il vient de nous montrer là, qu'il est à 100, il y a de la misère. Et il fait plusieurs répétitions à 400 sous l'état d'hypnose. Ma question est la suivante. Est-ce que l'hypnose peut rendre meilleur dans un talent de quelque chose que j'ai jamais pratiqué? Jamais joué au baseball. Est-ce que vous êtes en mesure de me faire de moi un futur joueur des Blue Jays? Il y a eu quand même pas pire d'études faites là-dessus. Ils ont même fait à un moment donné 2 groupes. Un groupe qui s'entraînait avec les pouces, mettons la force des pouces. OK. Il y en a qui s'entraînaient tous les jours, mettons peser sur une manette avec des poids. L'autre, juste en imagination. C'est-à-dire aucun entraînement physique imaginé. Bien sûr, à la fin, ceux qui s'entraînaient étaient plus forts, mais eux avaient quand même, mettons, avec l'hypnose, l'imaginaire, avaient gagné 15 à 20 de force avec aucun effort. Il y a d'ailleurs un livre, ça s'appelle Viser l'excellence. C'est un gars d'Europe de l'Est, je sais que je vais faire ça vite, là, mais qui a été à la Deuxième Guerre mondiale puis qui a été fait prisonnier. Le gars, c'est comme Myriam Bédard, le ski puis la carabine. Ah oui, triathlon? Biathlon, je pense. Biathlon. Là, le gars est emprisonné, il ne peut plus s'entraîner pendant des années. Dans sa cellule, il continue son entraînement. Il s'imagine, il voit tout son parcours, il voit faire des shots parfaits. Il revient 2 ou 3 ans après en sortant de prison, il est meilleur que les autres. Ah, sûr, il n'en a pas perdu. Lui, c'est un athlète olympique, il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Donc, tu sais, le pouvoir de l'esprit, tant qu'à moi, il est illimité. Bien sûr, il n'est pas garanti, mais quand on travaille ça, dans le sport, j'ai des entraîneurs, j'ai des gens qui vont s'entraîner, des sportifs, mais aussi des coachs aussi. Donc, c'est une belle application, ça, le sport aussi. Monsieur Allard, un gros merci d'être venu en studio. Merci beaucoup. Je pensais pas faire 1 heure avec vous, mais c'est un sujet qui nous... Je vous ai mis en transe, les gars, je ne l'ai pas dit, ça part. Oui, c'est ça. Hein? On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. À chaque fois, n'oubliez pas, vous allez me réinviter. Oui, demain. Êtes-vous dispo demain? Pour vous contacter, tout simplement, hypnoseetvous.com ou 1-888-877-5075. 1-888-877-5075. Hypnose et vous. Très facile à trouver sur Google. Facebook, Hypnose et vous, Québec aussi. Jean-François Allard, googlez ça, vous allez me trouver. Un gros merci, très grand intéressant. Plaisir à vous autres. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est tout le temps le fun. J'ai le goût de me trouver un problème puis aller vous voir. En fait, c'est pas vrai. Je croule sous les problèmes. Fait que c'est de choisir lequel. C'est quoi? On a tous des affaires qu'on veut changer dans notre vie. C'est ça la beauté de ça. C'est pas obligé d'être un drame. Non, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup, M. Allard. On fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h. Le Space Cast. Avec JF Blais et Louis Gauvin. Radio X.